Bienvenue à tous, nous sommes toujours en direct de Quai du Polar, à l'Hôtel de Ville. Bienvenue à tout le monde qui nous suivait sur les réseaux, que ce soit les gens de Quai du Polar, les communautés de Quai du Polar, de Bipolar et d'Albin Michel. Nous sommes ravis d'accueillir Éric Foissier. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Qui va nous parler de son roman « Le Bureau des Affaires Occultes », paru chez Albin Michel. N'hésitez pas à commenter, partager, liker sur les réseaux sociaux. Et puis on va commencer en parlant de votre livre. Et je vais d'abord lire un petit résumé pour mettre en jambe tout le monde. Donc nous sommes en automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet. Le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin Verne, un jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade de sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ce court résumé pour donner envie de lire votre livre ? Déjà, 20 sur 20 pour le résumé. Oui, c'est exactement ça. On est dans une période un peu charnière. Moi, j'aime bien explorer les périodes charnières de l'histoire parce qu'elles sont souvent très riches et expliquent ce qui va venir par la suite. Et là, c'est exactement le cas. On a eu la révolution des Trois Glorieuses en juillet 1830. Donc là, le roman commence quelques mois après. Et c'est vrai que c'est une période très particulière à Paris parce qu'on est dans un climat quasiment d'émeute permanent. L'opposition, comme vous l'avez dit, est divisée, mais très virulente. On a des républicains qui sont déçus que la révolution de 1830 n'ait pas abouti au fondement de la République. On a des bonapartistes qui sont nostalgiques de l'Empire. On a des légitimistes qui, eux, sont partisans du roi Charles X qui est parti en exil. Et donc, il y a un climat de très forte instabilité politique. Et je trouvais que cette période-là, avec la création de sociétés secrètes, etc., était très favorable, était un terreau évidemment très favorable pour situer une intrigue policière. Et puis, c'est aussi une période de transition, non plus sur le plan politique, mais aussi sur le plan scientifique. Parce que ces premières décennies du 19e siècle, c'est vraiment à ce moment-là que l'on va faire un nombre de découvertes et d'inventions incalculables dans tous les domaines, médecine, chimie, pharmacie, physique. On découvre la pile électrique, l'électromagnétisme, on va inventer la photographie. Et du coup, c'était intéressant de mêler ces deux aspects-là, c'est-à-dire effectivement cette instabilité politique et cette amorce d'essor scientifique en essayant d'inventer des criminels qui ont recours justement à des inventions nouvelles. Alors on dit que les polars historiques sont les plus durs à écrire, parce qu'il faut d'une part rédiger l'intrigue et faire les recherches. Comment vous avez fait pour vous documenter ? Et ne pas oublier l'intrigue aussi. Je ne sais pas si ce sont les plus durs à écrire, mais en tout cas, on ne peut pas être paresseux pour en écrire. C'est-à-dire que le lecteur qui lit du polar historique, il a envie d'apprendre des choses en lisant, il a envie de se laisser embarquer dans une intrigue qui soit une vraie intrigue policière avec des rebondissements, etc., et de se laisser emporter par toutes ces aventures, ces péripéties. Mais en même temps, s'il lit du polar historique, c'est parce qu'il veut apprendre des choses sur une période. Et donc, toute la difficulté, c'est d'assimiler une documentation historique qui est conséquente pour faire en sorte que finalement, lorsqu'elle sera retranscrite dans le livre, eh bien, le lecteur n'ait pas l'impression de lire un livre d'histoire, mais apprenne plein de choses sans même s'en rendre compte. Donc c'est peut-être ça qui fait que le polar historique demande effectivement un travail préparatoire qui est important. Là, par exemple, il se trouve que ce roman-là, c'est donc le premier d'une série, parce que d'emblée, je l'ai imaginé vraiment comme un personnage récurrent. Le héros, qui est ce jeune inspecteur de la sûreté, est un personnage récurrent, donc j'imaginais qu'il y aurait plusieurs enquêtes. Et donc la documentation de fond pour bien cerner cette période de la monarchie de Juillet, ça a été 6 mois de lecture où je n'ai lu que ça. Je n'ai fait que de la documentation sur cette période-là. Et en même temps, moi, c'est ce que j'aime, parce que même en tant qu'auteur, quand je prépare ces romans-là, j'apprends moi aussi plein de choses. C'était la question suivante. On parle d'ésotérisme, de science, de politique. C'est des goûts personnels sur tous ces sujets, ou il y en a que vous préférez plus que d'autres ? Moi, je suis très éclectique comme lecteur, je suis très éclectique comme auteur, j'écris plein de choses, mais quand j'écris du polar historique, oui, j'aime bien en fait les choses un peu contrastées. Et cette période-là est intéressante parce que justement, comme je disais, il y a l'essor scientifique, mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est une période aussi où l'occulte est très en vogue,
On a beaucoup, par exemple, de médiums, on a recours au spiritisme. Rappelons-nous les grands auteurs, hein, Maupassant, etc., Théophile Gautier. C'est-à-dire qu'à l'époque, voilà, on va respirer de l'éther, on va fumer du hashish pour partir dans des paradis artificiels. C'est la conquête de l'Algérie, donc il y a un goût pour l'orientalisme. Et donc, moi, ça m'intéressait effectivement de bâtir des intrigues qui aient une apparence occulte, en accord avec cette période-là et ce goût de cette période pour l'occulte, pour l'étrange, etc., mais d'y trouver une explication rationnelle. Alors peut-être du fait de ma formation, puisque j'ai une formation de scientifique à la base, et donc du coup, l'idée c'était vraiment que derrière quelque chose qui paraît totalement imaginaire, irrationnel, en réalité, il y a une explication très, très précise, très scientifique des choses. Bon, donc on l'a compris, on apprend beaucoup de choses, mais justement, votre roman navigue entre le moderne et l'ancien, enfin l'historique en tout cas, parce qu'il y a quand même une intrigue qui est proche du thriller dans le rythme, et donc c'est une volonté de votre part de mêler ce côté moderne à l'historique ? Oui, tout à fait. En fait, j'avais écrit déjà plusieurs polars historiques, mais sur des périodes plus reculées. J'avais fait une trilogie qui se passait à la Renaissance, et puis mes 2 derniers polars historiques se situaient au temps mérovingien. Et en fait, là, si j'ai choisi le 19e siècle, c'est d'abord effectivement parce que cette période m'a intéressé. Moi aussi, j'avais la volonté d'y implanter une intrigue qui réponde beaucoup plus au code du thriller moderne, ce qui est plus compliqué à faire quand vous écrivez un livre qui se déroule à la Renaissance ou qui se déroule au temps mérovingien. Parce que si vous plaquez une intrigue plus moderne, vous allez être complètement anachronique. Et donc là, c'est effectivement un vrai souhait. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, en 1830, on peut plaquer une intrigue qui va répondre à tous les codes du thriller psychologique, avec une densité des personnages beaucoup plus forte, qui vont être moins manichéens que quand vous parlez d'un chevalier de la Renaissance. C'est plus compliqué. Le lecteur va s'attendre à avoir des archétypes, certains archétypes. Là, on peut rentrer dans des personnages plus complexes, plus subtils, avoir une densité psychologique beaucoup plus forte et des intrigues avec un rythme beaucoup plus important que ce que j'avais fait avec les Mérovingiens, par exemple. Très bien. Donc on va parler aussi de votre personnage principal, donc Valentin Verne. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et est-ce qu'il vous a été inspiré par des figures de la littérature ou... Alors, il tient de moi, non pas pour son physique, parce que c'est un Apollon. Donc, il a un visage d'ange. En fait, c'est quelqu'un qui a, le premier, quand les gens le voient au départ, on a l'impression d'un archange, un véritable archange, une beauté qui semble un peu parfaite. Et en réalité, très vite derrière, on s'aperçoit que cet archange, il a les ailes un peu rognées, qu'il a des fêlures importantes et qu'il n'est pas très à l'aise avec le monde qui l'entoure, avec les personnes qui l'entourent, sauf peut-être les enfants. C'est les seules personnes avec qui il est d'emblée en empathie, avec qui il peut d'emblée se mettre sur un pied d'égalité et être à l'aise. Pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Alors, il a quand même des points communs avec moi, c'est peut-être pas le physique, mais par contre, il a comme point commun effectivement d'avoir une formation de scientifique. En fait, c'est quelqu'un qui est rentré dans la police pas par vocation, c'est-à-dire qu'au départ, il se destine plutôt à une carrière de scientifique. Il a étudié la chimie, la pharmacie, et tout semblait le porter vers cette carrière-là. Et puis, il va reprendre une quête personnelle à côté de l'enquête qui va lui être confiée, très officielle, qui va lui être confiée au début du roman. Eh bien, il reprend à son compte une quête qu'avait menée son père avant lui, et c'est ça qui va l'amener à rentrer dans la police, alors qu'il n'avait rien a priori qu'il destinait à être un policier. Mais du coup, il ne va pas être un policier comme les autres. On est aussi au tout début de la police entre guillemets scientifique, et donc lui qui a cette formation de scientifique va recourir à ses connaissances pour pouvoir mieux comprendre les crimes. À un moment, je parle des débuts, par exemple, de la médecine légale. Je parle des traités d'Orfila, qui a été le premier grand médecin qui a écrit un traité de médecine légale, qui a d'ailleurs été plusieurs fois réédité au cours de la monarchie de Juillet. Et cette période-là est une période un peu charnière pour la police. Parce que au sortir de la Révolution, l'idée c'était que pour faire une bonne police, il fallait avoir les mêmes méthodes que les criminels. D'où la création de la brigade de sûreté par Vidocq. Vidocq était un ancien forçat, il connaissait toutes les astuces des criminels, et donc on a recruté d'anciens forçats. Et là, sous la monarchie de Juillet, il y a un renversement. On se dit non, la police quand même, pour qu'elle fonctionne correctement, il faut qu'elle soit faite
par des gens honnêtes et par des gens qui ont une certaine formation. Et donc, on va exclure Vidocq. Vidocq va perdre son poste de chef de la sûreté. Et on commence, mais c'est vraiment les tout premiers balbutiements, mais on commence à mener des enquêtes un peu différemment, en n'employant pas des méthodes de voyous, mais des méthodes plutôt d'investigation un peu plus rationnelles. Moi, ça me fait penser, on est entre Sherlock Holmes un peu, avec le côté scientifique, et Nicolas Le Floch, même temporellement. Je ne sais pas si vous... Oui, alors on m'a souvent parlé effectivement de Sherlock Holmes par rapport au héros. Moi, je vois une grande différence. Ils ont un grand point commun qui est effectivement cet esprit rationnel, une certaine culture scientifique qui va leur permettre de regarder l'enquête d'un œil nouveau. Par contre, ils sont très différents parce que Sherlock Holmes est un pur esprit. Voilà, c'est un pur intellect, Sherlock Holmes. Alors que mon héros, Valentin Verne, est avant tout un sensitif et quelqu'un qui fonctionne à l'émotion. Et c'est en fait avec ses tripes et avec toutes ses blessures intérieures qu'il mène ses enquêtes. Donc là, on a parlé de personnages de fiction. S'il y a un personnage historique de l'époque que vous aimeriez faire connaître un peu plus aux gens, vous avez parlé de Vidocq, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Alors les gens connaissent bien Vidocq et on le retrouve dans le livre, mais on retrouve effectivement d'autres personnages historiques qui ont existé. Il y a notamment un qui a eu un destin très tragique, qui est un jeune mathématicien qui s'appelle Évariste Galois, que je fais intervenir dans le roman, et qui est mort très jeune, mais qui était probablement l'un des plus grands génies mathématiques que la France ait connu, et qui a eu une mort assez terrible, puisqu'en fait il est mort au cours d'un duel. Et ça m'amusait dans le livre de renverser un peu les choses, puisque dans le livre, en fait, on le voit apparaître comme témoin d'un duel auquel est mêlé le héros Valentin Verne. Une sorte de clin d'œil historique. Voilà, exactement. Et donc, on va parler de vos sources d'inspiration, ou un livre ou un auteur qui vous aurait donné envie d'écrire du polar. Moi j'ai beaucoup aimé Le Maître d'escrime d'Arturo Pérez Reverte. Alors c'est pas son roman le plus célèbre, on connaît plutôt Le Tableau du Maître Flamand ou Club Dumas. Voilà, mais le Maître d'escrime, à la fois c'est un polar, mais c'est un très beau roman sur le temps qui passe, sur le décalage qu'un homme peut ressentir à la fin de sa vie lorsque ses valeurs ne sont plus celles qui sont au goût du jour. Et c'est un très très beau roman, Le Maître d'escrime. Je conseille à toutes les personnes qui l'ont jamais lu de lire ce livre. Moi c'est un livre, et les 4 dernières pages qui sont l'épilogue sont pour moi parmi les plus fortes pages d'un polar que j'ai lu. Vraiment, j'ai adoré les 4 dernières pages. Ça, c'est un auteur qui promeut d'autres livres, c'est bien ça. Oui. Mais ceci dit, on retrouve un peu de l'esprit, c'est pour ça que vous pouvez l'évoquer sans honte et il n'y a pas de souci. C'est un beau compliment si on retrouve l'esprit de ce livre. On n'écrit pas sur un lieu ou une époque par hasard, à mon sens. Non. Qu'est-ce qui vous a inspiré, ces années 1830 à Paris ? Je voulais vraiment, et ça c'est ce qui m'a fait vraiment plaisir dans les retours des lecteurs, des blogueurs, c'est qu'on m'a dit votre Paris de 1830 c'est un vrai personnage du livre, et ça j'y tenais absolument. Quand j'ai écrit le livre, je voulais absolument immerger les gens dans ce Paris de 1830. Il faut bien se rendre compte de ce qu'est le Paris de 1830. On est avant les travaux d'Haussmann. Donc c'est un Paris qui est en fait très contrasté parce qu'on a cette nouvelle classe dominante qui n'est plus la noblesse, qui habitait ces hôtels particuliers du quartier Saint-Germain. Là, en fait, on a des financiers, des industriels, qui sont donc les nouveaux tenants du pouvoir, qui commencent à se faire construire de nouveaux hôtels dans des nouveaux quartiers de Paris, autour de l'église de la Madeleine, de ce qui donnera plus tard le quartier de l'Opéra. Et en contraste avec cela, comme il n'y a pas encore eu les travaux d'Haussmann, le Paris du centre, le quartier du Marais, l'île de la Cité, ça reste quasiment le Paris du Moyen-Âge. Donc c'est un lacis de venelles étroites, nauséabondes, avec des taudis, avec une grande paupérisation, en plus appauvrissement des ouvriers, puisque à l'époque le travail de ces ouvriers est de moins en moins payé, ce qui entraînera d'ailleurs à Lyon, quelques années plus tard, 2 ans plus tard, la révolte des Canuts. Et donc on se retrouve avec un peuple ouvrier qui en trimant 12-14 heures par jour ne gagne pas sa vie et vit dans des véritables taudis. Et donc j'avais vraiment envie qu'il y ait ce contraste et d'amener le lecteur aussi bien dans le salon d'un hôtel particulier d'un pair de France que dans ces bouges infâmes où il y avait effectivement une grande détresse, quoi.
Très bien, bon, ça ouvre 15 000 questions, ce que vous dites, on n'a pas assez de temps pour tout voir, hélas. On va parler aussi de l'accueil de votre roman, dernier lauréat du prestigieux prix Maison de la Presse. On va citer quelques anciens lauréats pour donner le ton, René Barjavel, Amine Malouf, et plus récemment des romanciers populaires comme Michel Bussy, Agnès Ledig, Valérie Perrin, Olivier Norek. Qu'est-ce que cela génère comme réaction, ce prix prestigieux ? Ce qui est formidable, d'abord, c'est que c'est un prix qui est décerné par des libraires. Il y a une trentaine de libraires, donc c'est des gens qui vous ont vraiment lu, qui n'ont pas d'intérêt particulier, sauf celui du plaisir qu'ils ont eu à lire. Donc, quand on est récompensé par ce prix-là, c'est vraiment une profonde satisfaction. Et puis l'autre avantage, c'est qu'on sortait un peu de cette période un peu noire où on n'a eu aucune rencontre, rien du tout. On a tous vécu un peu sous cloche. Et le grand avantage de ce prix Maison de la Presse, c'est que après, pendant les mois qui suivent, on tourne un peu partout, dans toute la France, dans toutes les maisons de la France, et de France et de Navarre. Et ça, c'est vraiment un vrai plaisir, cette rencontre, parce que derrière le livre, quand on écrit des livres, c'est toujours l'envie d'une rencontre, l'envie d'une transmission, d'un contact. Alors il se fait par l'écriture, peut-être parce que c'est peut-être plus simple pour ceux qui écrivent que l'oralité, mais l'oralité, elle est importante aussi. Et donc rencontrer les lecteurs, pouvoir parler avec eux, c'est extraordinaire. En plus, là, ça a permis au livre d'avoir une vitrine formidable. On est en contact avec plusieurs producteurs qui veulent l'adapter. Donc non, je suis sur un petit nuage. On a donc une annonce imminente sur cette série. Encore officieuse. Bon, allez, dernière question et rapidement parce qu'on arrive au bout. Quel est le retour de lecteur qui vous a le plus ému ? C'est vraiment quand les lecteurs me disent voilà, j'aurais jamais lu un livre d'histoire consacré à cette période-là. Et là, c'est formidable parce que je me suis, j'ai été embarqué, j'ai été bluffé par le twist final, et en même temps, voilà, j'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses sur la médecine, et ça, c'est extraordinaire qu'on a pu transmettre ça. C'est pari gagné. Vous avez devancé ma conclusion, à savoir un livre où on apprend plein de choses avec une enquête formidable. Donc lisez Éric Foissier, le bureau des affaires occultes. Des affaires occultes. C'est pas le bureau des légendes, c'est le bureau des affaires occultes. Donc merci à vous tous qui nous avez suivis sur les réseaux sociaux, en direct, ou qui allez nous voir en replay. Donc on était ravis de vous accueillir. Merci de m'avoir invité. Et donc le livre a été édité aux éditions Albin Michel et est disponible dans toutes les bonnes librairies. À très bientôt.